Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Destin inattendu. Ces femmes et ces hommes auraient pu vivre une vie sans surprise. Mais des rencontres, des événements tragiques ou heureux leur ont permis de réaliser des choses extraordinaires avec une volonté hors du commun et des valeurs humaines bien ancrées. Que ce soit Mouktar, jeune migrant de 15 ans ayant réussi la traversée, Jean-Michel, chef d'entreprise hors norme, Gérard, Lily, Huguette, ils nous font rêver et nous prouvent que oui, c'est possible. La vie est belle. Dans la première série, nous recevons Mouktar Mansaré, jeune migrant venu de Guinée seul à l'âge de 15 ans. Après une route depuis la Guinée extrêmement difficile et douloureuse, il se retrouve seul à Rennes en 2020. Il aurait pu être envoyé dans son pays n'étant pas reconnu mineur, mais grâce à de belles rencontres, il a réussi à intégrer une école de prépa d'ingénieur. Il témoigne de son courage hors norme et il prouve que les migrants peuvent être une richesse pour notre pays. Bonjour Mokhtar, on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi, tu étais seul à Rennes, tu venais de Guinée. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, pourquoi es-tu parti de Guinée ? Je suis parti de la Guinée-Conakry suite à des complications familiales. Donc du coup à la base, en Guinée, je vivais très bien, est-ce que je peux le dire comme ça, et j'avais pas du tout en tête de sortir de la Guinée. Et donc du coup c'est lié au destin. Donc ma maman est tombée malade et elle n'est pas sortie de cette maladie et j'ai été obligé de changer de famille. Donc du coup dans la nouvelle famille où j'ai été, il y a eu des complications familiales et puis mon oncle m'a sorti de là. Donc vous avez décidé, ton oncle et toi, de partir ? Oui, moi mon oncle m'a sorti de là, mais c'était une décision qui l'appartenait. Moi je savais même pas où est-ce que j'allais. Ah oui, tu l'as suivi les yeux fermés. J'ai suivi mon oncle les yeux fermés parce que j'ai confiance en lui et c'est à partir de là qu'on a entamé la traversée. Et raconte cette traversée, alors ça a commencé comment ? Du coup, la traversée, ça a commencé à partir de la Guinée. De la Guinée, nous sommes arrivés à Bamako. Et à Bamako, donc du coup, nous avons fait le traversée du désert. Et dans le désert, donc du coup, c'était vraiment très compliqué. Parce que vous avez été là-bas en camion ? Oui, dans le désert, on a été en camion, on était une trentaine, mais l'objectif du chauffeur, ce n'était pas de nous amener jusqu'en Algérie, bien sûr. Donc du coup, il fallait nous arriver jusqu'à mi-chemin et une fois là-bas, donc du coup, il nous a montré des lumières et c'est ces lumières qu'on devrait suivre pour atteindre la frontière algérienne, une 20aine de kilomètres comme ça. Sauf que la nuit, on voit les lumières, mais le matin, il n'y a plus de lumière. Alors comment vous avez fait là ? Il y avait un problème parce que la nuit, on voyait les lumières, mais le matin, il n'y a plus de lumière. Donc comment est-ce qu'il fallait se retrouver ? Pour se retrouver, on avait nos astuces à nous. Il fallait se coucher en rang et donc du coup aligner et puis prendre nos chaussures comme oreiller. Et puis à partir de là, on sait que le lendemain, quand on va se réveiller, même si tu ne te réveilles pas dans la bonne direction, tu sais par où y aller. C'était très malin, mais qu'est-ce que le petit Mokhtar qui avait suivi son oncle les yeux fermés ressentait à ce moment-là ? À ce moment-là, je ressentais beaucoup plus de la peur parce que ce qui m'est arrivé, c'est arrivé brusquement dans ma vie. Je ne m'y attendais pas, je n'étais pas préparé mentalement ni physiquement. C'était beaucoup plus de la peur que de la joie. Et arrivé en Algérie, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Arrivé en Algérie, donc il fallait donc du coup travailler pour faire quelques provisions, donc du coup quelques ressources financières et pour pouvoir atteindre le Maroc. Et c'était quoi ces petits boulots que vous avez pu faire ? Donc en Algérie, l'activité qui était pratiquement là pour les migrants, c'était le travail dans les chantiers. Il fallait aller dans les chantiers travailler et puis à la fin de la journée, on te rémunère et puis voilà. Et grâce à ce petit pécule, vous avez réussi à franchir le Maroc. Grâce à cette rémunération, donc du coup, on a réussi à faire la traversée de l'Algérie vers le Maroc. Et au Maroc, tu t'es retrouvé où ? Quand je suis arrivé au Maroc, l'objectif, ce n'était pas de rester à métropole parce que pratiquement la métropole, elle est faite pour ceux qui ont les moyens, qui viennent au Maroc avec des moyens. Donc du coup, moi, je suis parti en forêt avec mon oncle, plus précisément à Nador. Et il y a beaucoup de forêts où il y a beaucoup de migrants là-bas ?
Au Maroc, il y a plusieurs forêts, il y a plusieurs zones où on peut retrouver des migrants parce qu'au Maroc, c'est 2 zones principales. Il y en a une troisième qui est la Laayoune, mais les 2 zones principales qui sont beaucoup plus connues, c'est Nador et Tanger. Donc du coup, il y a 2 forêts différentes qui ne sont pas dans les mêmes zones. Et moi, j'étais plus précisément dans la forêt de Nador où j'ai pratiquement passé 7 mois. 7 mois. Et comment vous vous organisiez entre vous alors? Qu'est-ce qui se passait entre migrants pour survivre? Pendant ces 7 mois que j'ai passé au Maroc, j'ai trouvé une structure qui était là. Donc du coup, c'était pratiquement un gouvernement qui était en place avec tout ce qui s'ensuit. Il y avait une hiérarchie, il fallait respecter la hiérarchie et tu pouvais aussi occuper des postes de responsabilité si tu étais prêt à faire tout ce qu'on te demandait de faire. Et c'est à partir de ça qu'on arrivait à survivre parce que ceux qui n'en ont pas, assurer la sécurité de ceux qui en avaient et puis voilà, donc du coup eux ils cotisent pour que nous puissions manger. Et est-ce qu'il y avait de l'entraide entre vous ou c'était un peu chacun pour soi? L'entraide en soi était beaucoup plus liée au service rendu. Donc c'était vraiment du chacun pour soi parce que quand tu arrives en forêt sachant que t'as pas de poste de responsabilité et ensuite t'as pas d'argent, tu n'auras personne qui viendra t'aider. Donc, du coup, je dirais que l'entraide était beaucoup plus liée au service que tu rendais à ton prochain. Et au bout de 7 mois, tu as réussi comment à aller vers ce bateau? Heureusement pour moi, au bout de ces 7 mois, j'ai réussi à tisser, on a réussi avec mon oncle bien sûr, à tisser plein de relations. Et à partir de ces relations-là, on a parvenu à mettre un système en place pour avoir un Zodiac avec d'autres personnes. Donc du coup, dans le Zodiac qu'on a utilisé pour faire la traversée de la mer, on était vraiment une 60aine de personnes dans ce Zodiac. 60 personnes sur un petit Zodiac. Qu'est-ce qui t'a fait tenir là, Mokhtar? Sur ce point-là, il y a plein de choses parce que une fois seul en pleine mer, il y a aucune garantie que tu vas atteindre les côtes de l'Union européenne. Donc du coup, quand tu es là, il y a 2 choses. Soit la première des choses, soit tu as la foi et tu gardes la foi en Dieu que tu vas réussir, qu'il ne va pas te laisser tomber. Ou si tu as, comme moi, c'était mon cas aussi, j'avais mon oncle, donc du coup je me reposais, comme on le dit, sur ses épaules au fait. Et grâce à lui, je gardais vraiment espoir. Et qui est-ce qui vous a sauvé de ce bateau? Comme tous les migrants qui entament la traversée, donc du coup il y a toujours au fait un téléphone avec eux et quand ils arrivent dans les zones espagnoles, ils essaient d'allumer le téléphone pour appeler Elena avec son bateau Salvamiento. Qui est Elena? Elena, c'est une dame espagnole que pratiquement je peux dire que je n'ai jamais rencontrée, mais qu'aucun migrant peut-être ne l'a rencontrée. Mais on connaît tous Elena et on connaît le bateau Salvamiento. Donc quand tu appelles ce bateau, c'est ce bateau donc du coup qui vous localise en mer et qui vient vous secourir. C'était la sœur Teresa des migrants? Elena, pour tous les migrants, quand tu demandes à tous les migrants, ils te diront que c'est la mère Teresa au fait de tous les migrants. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis là en train de témoigner de mon parcours. Et arrivé en Espagne, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, quand vous êtes secouru par le bateau Salvamiento, arrivé en Espagne, la politique est qu'il faut séparer les mineurs et puis les majeurs. C'est là où j'ai perdu mon oncle de vue. Donc, du coup, moi, j'étais envoyé d'un côté et puis mon oncle aussi d'un autre côté. Et envoyé où? Tu étais dans une structure? Tu étais à l'abri? Et le plus souvent, là, les structures qu'on nous envoie, c'est des structures dirigées par des associations et puis aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, d'accord. Et tu aurais pu rester en Espagne? Je pouvais rester en Espagne parce qu'on m'a fait la proposition, mais moi je voulais pas rester parce que je parlais pas la langue et il me disait que tu pouvais aussi apprendre la langue, mais je me disais que le temps d'apprendre la langue espagnole qui va me prendre 1 an ou 1 an quelques mois, si je vais dans un pays où je parle la langue, ça me ferait vraiment beaucoup d'avantages de gagner. Donc du coup, j'ai quitté. Sans avoir du tout de nouvelles de ton oncle? Il n'avait pas de téléphone? J'avais pas de téléphone, j'avais pas de nouvelles de mon oncle et puis il fallait que je continue la route. Et là, tu y as cru, Mokhtar? Donc du coup, vu que j'avais cette foi, donc je me suis dit, le plus dur est fait, donc il va falloir maintenant continuer. Toujours la foi qui est présente pour toi? Oui, c'est quelque chose de très important pour moi, ça représente énormément de choses pour moi dans ma vie, la foi. Et les personnes que tu as rencontrées? Surtout les personnes que j'ai rencontrées en plus sur ma route, sur l'ensemble de mon parcours. Et ton courage? Et mon courage.